La semaine en revue. Chaque samedi, une personnalité passe au crible les temps forts de l'actualité de la semaine écoulée. La semaine en revue, présentation Souleymane Kati Ouattara. Bonjour à tous, vous êtes sur la radio de la paix pour la rétrospective de l'actualité. Pendant les 45 prochaines minutes, nous serons avec un invité pour décortiquer les faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine. Celui qui va nous accompagner dans ce cheminement est le ministre Bruno Nabagné-Koné. C'est une personnalité qui a occupé plusieurs postes de responsabilité, tant sur le plan national qu'international. Depuis juin 2011, au lendemain de la crise post-électorale, il siège au sein du gouvernement où il a occupé divers postes ministériel. Il a d'ailleurs été le porte-parole du gouvernement entre 2011 et 2018. Bruno Nabagné-Koné est aujourd'hui le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bonjour, monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné. Bonjour, Souleymane Kati Ouattara. C'est une carrière bien remplie que vous avez eue et que vous poursuivez d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'un tel parcours professionnel ? C'est le service. C'est le service et c'est l'honneur que nous avons de servir la Côte d'Ivoire, de servir le peuple ivoirien. Et à chaque fois, nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. S'il y a quelque chose à retenir, c'est principalement cela. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du département ministériel de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Au mois de juin dernier, vous étiez au Maroc pour l'Assemblée générale de Shelter Afrique. Quelles ont été les retombées de votre participation à cette réunion pour notre pays ? Les retombées sont nombreuses, mais nous retiendrons principalement 2 points. Le premier, c'est l'entrée de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration de Shelter Afrique à travers l'un de mes collaborateurs, le directeur du logement, M. Koala Célestin. D'une part et d'autre part, c'est surtout la signature d'une convention importante avec Shelter Afrique pour la construction en Côte d'Ivoire de 3000 logements sociaux. C'est pour nous extrêmement important. Vous connaissez l'ambition du président de la République, l'ambition du gouvernement en matière de construction. L'objectif étant de faire en sorte que les Ivoiriens puissent se loger facilement. Donc nous tapons à toutes les portes qui peuvent nous aider à réaliser cette ambition. Et nous avons eu cette bonne surprise avec Shelter Afrique qui a décidé de nous accompagner pour 3000 logements. Cette convention a été signée et bientôt les travaux devraient commencer. Et quelles seront les spécificités de ce projet ? C'est des logements qui rentrent dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux. Donc c'est des logements dont le prix pour ce qui est du logement social ne va pas dépasser 12,5 millions et pour ce qui est du logement économique ne va pas dépasser 23 millions. C'est des logements dont les caractéristiques sont proches des logements sociaux et économiques que nous pouvons déjà voir se réaliser aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a eu par le passé des projets de logements sociaux qui n'ont pas abouti. Est-ce qu'on peut avoir la garantie que pour cette fois, ça ira jusqu'au terme ? Il faut dire que nous avons, depuis 1 an, depuis notre nomination à ce poste, décidé de prendre le taureau par les cornes. Il y a eu, et nous l'avons reconnu publiquement, des faiblesses dans l'exécution de ce programme, ce qui a donné les résultats mitigés que nous connaissons aujourd'hui. Notre ambition à nous, c'est justement de rattraper le retard, de tout faire pour redonner forme à ce projet, redonner corps même à ce projet et faire en sorte que tous les souscripteurs qui sont restés puissent accéder à un moment ou un autre à leur logement. Nous y travaillons avec acharnement, je dirais, puisque aujourd'hui nous avons pu débloquer tous les problèmes qu'il y avait au niveau de la cité Ado à Yopougon. Aujourd'hui, cette idée est en train d'être totalement mise en forme pour être habitable, pour être rendue habitable dans Elle est partiellement dans 1 ou 2 mois. aujourd'hui. Elle est partiellement habitée, mais dans 2 mois, elle sera totalement habitable. Autrement dit, dans 2 mois, l'électricité sera là, l'eau sera là et distribuée dans tous les logements. L'assainissement sera réalisé partout. Il restera la station d'épuration qui continuera à être construite, mais elle n'empêche pas que les acquéreurs puissent commencer à entrer dans leur logement. Donc, la cité Ado, c'est bon. Bégerville, c'est bon aujourd'hui. Bassam, nous y travaillons, ça devrait être bon dans quelques mois. Et Songon, qui est le plus gros projet, nous y travaillons aujourd'hui. Nous avons les financements. Et je voudrais en cela remercier le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui nous a fortement soutenus dans cette action. Remercier le président de la République également, qui a facilité la mise en place des financements qui étaient nécessaires pour relancer Songon. Aujourd'hui, on peut considérer que les travaux sont relancés à Songon, cette fois pour aller jusqu'à leur achèvement. Nous pensons, entre maintenant et la fin de l'année, commencer
à rendre habitable certaines portions de Songhon. Et surtout, nous donnons durablement la possibilité aux promoteurs qui sont sur ce projet d'aller au bout de leur engagement, donc de réaliser les maisons pour lesquelles il y a eu des souscriptions, étant entendu que l'État, désormais, s'est engagé à réaliser tout ce qui est de sa part. Il y a un autre grief qui est fait à l'encontre de votre département. Il porte sur l'obtention des ACD. D'abord, pourquoi le processus est aussi long pour la délivrance de ce précieux document? Il a été très long par le passé, surtout qu'à un moment donné, pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, le processus s'est carrément arrêté. C'est-à-dire que les signatures ne se faisaient plus. Donc il y a eu une accumulation et nous avons trouvé un stock de départ qui était relativement important. À cela, il faut ajouter le fait que ce n'est pas la signature du ministre qui confère la propriété. La signature du ministre atteste. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des éléments préalables à la signature qui permettent de confirmer que vous êtes propriétaire de telle ou telle parcelle. Il faut que nous nous assurions que la parcelle est la bonne, que les relevés topographiques que nous avons effectués nous-mêmes sont conformes à ceux qui sont effectués par le cadastre et la conservation foncière avec lesquels nous travaillons. Il faut que nous nous assurions qu'il y a bien un fil directeur qui permet que vous soyez propriétaire, donc que vous l'avez acheté. Il faut que nous assurions que vous êtes bien l'acquéreur et que la personne qui vous a vendu est bien celle qui était propriétaire de ce terrain. Vous voyez, il y a quand même diverses choses comme ça qui prennent du temps, quoi qu'on dise. Donc il y a des vérifications qui prennent du temps. Ce sont des contrôles très important et l'objectif est justement de réduire le nombre de conflits et de litiges. Aujourd'hui, il y en a un très grand nombre. Donc, nous tirons les leçons de ce qui s'est passé au cours des 30-40 dernières années pour corriger la trajectoire. Mais surtout, depuis un an que nous sommes à ce poste, nous avons remis tous les process sur la table. Nous sommes en train de revoir toutes les procédures. Nous allons numériser ce qui peut l'être. Nous allons réduire tous les délais. Notre objectif étant, et j'espère pouvoir l'annoncer dans quelques temps, pouvoir nous engager sur la délivrance de l'ACD en quelques mois, 3-4 mois. Tout indique que cela est parfaitement possible, mais à condition que chaque étape soit parfaitement sécurisée. C'est vraiment important. Il ne s'agit pas du tout de fléchir sur le plan de la sécurisation en voulant absolument aller vite. Vous voyez, donc nous essayons vraiment de trouver la bonne moyenne entre le besoin d'aller vite et ce besoin de sécurisation, qui est extrêmement important sur une matière qui est aussi importante que la terre. Bruno Nabagné-Koné, merci. Je rappelle à nos auditeurs que le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est l'invité de la Radio de la Paix pour commenter l'actualité de la semaine. Une semaine marquée par la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le défilé officiel a eu lieu à Abidjan en présence du chef de l'État et a vu la participation des armées de 3 pays invités, à savoir la Guinée, le Maroc et la France. Des manifestations similaires ont également eu lieu dans la plupart des villes du pays. Je vous propose de revivre l'ambiance de la fête nationale à Bouaké avec Kader Diaby, notre correspondant dans le Bouaké. Le drapeau et sa garde en place. Le drapeau et sa garde en place, le préfet du département de Bouaké, préfet de la région de Béké, Thio Fosier, a passé en revue les troupes que décrit ici le narrateur du jour. Le drapeau et sa garde, 2 pelotons de la gendarmerie nationale, 7 sections des FACI, une section de la police nationale, une section des douanes ivoiriennes, une section de la garde pénitentiaire, une section des eaux forêts et une section de la police municipale. Dans son allocution, Thio Fosier a rappelé les projets en cours d'exécution et les projets à venir avant d'inviter les populations à la discipline, au civisme, au respect des lois et à la cohésion sociale. Toutes choses qui ne laissent pas indifférents des participants. Ces propos ont été vraiment bien perçus. Ça permet de maintenir l'ordre dans la seconde ville de Côte d'Ivoire. Cette fête-là ne doit pas rester une simple fête de réjouissance. Ça doit être une sorte de rappel de mémoire, savoir où on est quitté, là où on est aujourd'hui, savoir effectivement là où on va. Après le message du préfet de Bouaké, place a été faite au défilé militaire, suivi de celui de la société civile et des entreprises. La célébration du 59e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance a été belle à Bouaké, même si certains restent nostalgiques des périodes de grande mobilisation. S'il y avait du monde qui sort
Il y a du boulot, quoi. Parce que quand je vois l'époque de Houphouët et aujourd'hui, ça fait un peu mal au cœur. C'est par un cocktail d'honneur que la cérémonie a pris fin. Kader Djabi, Boaké, Radio de la Paix. Monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné, qu'évoque pour vous la célébration de ce 59e anniversaire? C'est une célébration, c'est une fête. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a été la colonisation, mais je pense que tous les Ivoiriens apprécient aujourd'hui de vivre dans un pays qui est indépendant, dans un pays qui est libre, dans un pays qui décide de son sort, qui décide de son avenir, qui décide de sa gouvernance. Donc, après 59 ans, il était bon que nous nous arrêtions pour apprécier le chemin qui a été parcouru. Quand on sait d'où on vient, je pense qu'on avance plus sûrement. Et je pense que les célébrations d'anniversaire doivent aider à cela. Cela a permis de faire un état des lieux de l'évolution de notre pays. La Côte d'Ivoire se porte bien, je pense que c'est important de le mentionner à ce stade. Et nous avons pu voir surtout un pays rassemblé autour de ce qui le constitue, la notion de nation, la notion d'armée, le drapeau national, etc. Nous avons pu voir une armée qui est totalement rassemblée aujourd'hui, une armée qui revient de loin, mais qui aujourd'hui a des bases beaucoup plus solides que par le passé, une armée qui est beaucoup plus forte. Tout cela pour dire que dans l'évolution d'une nation, il y a à certains moments des priorités. Et la priorité par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a connu sur les 10 dernières années, ça a été justement d'assurer la paix et la sécurité aux populations ivoiriennes. Le chef de l'État l'a dit dans son interview à l'occasion de la fête nationale. Et aujourd'hui, nous avons pu voir une armée qui va contribuer à cela. Donc, nous sommes heureux d'être dans un pays qui est en paix depuis 8 ans. Je pense que c'est le plus long intervalle de paix que notre pays ait connu depuis la mort de son premier président, Félix Houphouët-Boigny. Donc, nous avons pu célébrer en réalité 59 ans d'indépendance, mais également 8 ans de paix, 8 ans de sérénité, 8 ans de sécurité, 8 ans de construction, de développement dans un pays qui continue à avancer. Le président de la République, dans l'interview que vous évoquiez tout à l'heure, a exprimé sa satisfaction sur le chemin parcouru. Tous les observateurs également s'accordent à reconnaître que le pays connaît un boom économique. Sur quoi repose cette performance? Sur beaucoup de choses, je dirais. La première étant les fondamentaux de l'économie ivoirienne. Dieu merci, ces fondamentaux n'ont pas été entamés par les crises successives que notre pays a connues. Nous avons une agriculture qui continue d'être très performante, qui est parmi les meilleures en Afrique sur beaucoup de plans. Nous avons également un capital humain qui est parmi les meilleurs. Nous avons des générations d'Ivoiriens très bien formés. Nous avons eu la chance d'avoir le président Alassane Ouattara dans le temps que notre pays a connu entre 2010 et maintenant, une personnalité reconnue, une personnalité respectée dans le monde entier, une personnalité qui a pu créer le climat de confiance. Ça, c'est un autre argument qu'il est important de mentionner. Ce climat de confiance qui est nécessaire justement à l'investissement. Investissement qui lui-même conduit à la création de richesses, conduit à la création d'emplois, etc., etc. Donc voilà, c'est une somme de choses qui a permis à la Côte d'Ivoire en 10 ans d'avoir les performances que tout le monde salue, le monde entier, mais également, c'est important de mentionner chaque fois, également les Ivoiriens qui voient bien la progression de leur pays depuis 10 ans. On l'a entendu dire, est-ce que cette embellie ne repose pas sur les retombées de l'initiative PPTE qui a permis la mise en place des programmes C2D? On ne peut pas complètement écarter l'impact du PPTE puisque nous l'avons nous-mêmes souhaité, le gouvernement l'a souhaité. Ce PPTE a été réalisé. Beaucoup d'autres pays autour de nous ont eu cette facilité, mais n'ont pas les résultats économiques que nous connaissons aujourd'hui. Le PPTE a permis d'effacer une partie de la dette ancienne de notre pays, faut-il le rappeler. Donc cela a libéré de la place pour contracter d'autres emprunts qui ont permis aujourd'hui effectivement de relancer plus fortement notre économie, en particulier au plan de la construction d'infrastructures. Donc oui, ça a été important, mais le PPTE seul n'aurait pas suffi à la Côte d'Ivoire pour atteindre les performances économique qu'elle connaît aujourd'hui. Alors, certains économistes remettent en cause les bons chiffres présentés par le chef de l'État. Mamadou Koulibaly, notamment, estime que la Côte d'Ivoire s'endette trop rapidement depuis que le pouvoir Ouattara est en place. Les chiffres sont simples. Vous savez, quand on compare, il faut comparer sur la base de ratios, sur la base de chiffres, sur la base de principes, de concepts qui sont internationalement reconnus, adoptés.
Il y a un ratio qui est très facile à comprendre, c'est celui de la dette sur le PIB. Dans notre environnement, dans notre espace CEDEAO, il est recommandé au pays de ne pas excéder 70%. La Côte d'Ivoire est à 48%. Ça veut dire que nous avons encore des marges importantes de progression. Ça, d'une part. D'autre part, regardez les pays dans le monde, y compris les plus développés, les États-Unis, le Japon, les pays européens, etc. Tous sont au-delà de 100% par rapport à ce ratio-là. Donc, j'allais dire, nous sommes à 48%, à moins de 50%, nous pouvons encore progresser jusqu'à 70%. Mais ce qui est important, c'est ce que nous faisons de ces emprunts. Ces emprunts servent aujourd'hui à investir, à créer des infrastructures, à faciliter la vie aux Ivoiriens, à créer des écoles, des hôpitaux, etc. Donc à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Ne pas profiter de ces possibilités ne serait pas faire preuve de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est bien gérer, mais c'est également se donner toutes les possibilités de ressources qu'on peut avoir pour accélérer certaines choses. Il y a des choses que la Côte d'Ivoire aurait pu faire en 10 ans, qu'elle a faites en 1 an ou en 2 ans, grâce justement aux possibilités d'emprunt que nous avions. Alors on l'a dit, le chef de l'État, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, s'est exprimé sur des questions importantes de la vie de la nation. Il a notamment évoqué la question de la modification de la Constitution. Alassane Ouattara s'est dit favorable à des ajustements avant les élections de 2020. Il s'en explique. Nous avons une Constitution depuis 2016. On l'a pratiquée. Bon, il est clair qu'il y a des choses qu'il faut modifier dans la Constitution. Mais ce n'est pas pour recaler des candidats. Non, je ne vois pas pourquoi une constitution devrait recaler des candidats. Moi, je ne souhaite pas être recalé, en tout cas. Et je ne vois pas pourquoi d'autres seraient donc recalés. Mais maintenant, il faut épouser l'ère du temps. Nous sommes un certain nombre à avoir un certain âge. Peut-être qu'à un moment donné, nous devrions réfléchir à ce que nous pouvons donner à notre pays au-delà d'un certain âge. Mais c'est tout, autrement, mais il y aura des modifications de la Constitution parce que nous remarquons qu'il y a des petites choses qui méritent d'être adaptées et j'essaierai de voir avec les uns et les autres qu'est-ce que nous devons modifier. Mais ce n'est pas dans une intention pour moi, de ne pas avoir d'adversaire. Vous voyez, je ne suis pas de cette trempe-là. Monsieur le ministre, la Constitution actuelle a été adoptée en 2016. C'est la 4e Constitution dont le pays s'est doté depuis 1959. Pourquoi vouloir encore la modifier? Est-ce qu'on peut dire que ce n'était pas une bonne Constitution? Je pense qu'à ce stade, il est probablement trop tôt pour se prononcer. Le chef de l'État a évoqué la possibilité de faire ces modifications. Je pense qu'il faut peut-être attendre que lui-même se prononce d'une façon plus approfondie ou que d'autres personnes indiquent le sens dans lequel ces modifications iront. Et en ce moment, nous nous prononcerons. Mais ce que je peux dire, c'est que toute œuvre humaine peut avoir des faiblesses. Et l'important, c'est d'avoir le courage, justement, de corriger les faiblesses qu'il y a. C'est ce courage que le chef de l'État a et il a décidé d'engager ce chantier-là. Il faut lui faire confiance. Nous le connaissons. Quelles que soient les modifications qui seront faites, nous n'avons aucun doute. Nous savons qu'elles seront faites dans l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire, dans l'intérêt des populations ivoiriennes. Alors, le président s'est défendu de vouloir faire des modifications dirigées contre des individus, mais le fait que cela intervienne à l'orée de la présidentielle de 2020 laisse planer des doutes sur ses intentions. Pourquoi maintenant serait-on tenté de dire? Mais pourquoi commencer à épiloguer alors qu'on ne sait même pas? Peut-être que c'est quelques virgules qui vont sauter, quelques mots qui vont être modifiés. Donc attendons de voir le sens des modifications, l'étendue de ces modifications. Et je serai totalement disponible pour revenir échanger avec vous sur ces modifications-là le moment venu. L'autre sujet de crispation qui focalise l'attention en ce moment, c'est la commission électorale indépendante. La crise politique prend une tournure juridique. Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours engagé par l'opposition parlementaire à l'effet de contester la conformité de la Constitution du projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante. La requête, dans une décision rendue publique ce lundi, a été déclarée irrecevable en la forme. Le PDCI-RDA vient de saisir officiellement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le professeur Maurice Kakou-Gikahué, secrétaire exécutif
du parti a en outre révélé que le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, ainsi que Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union européenne, ont également été saisis. On écoute le professeur Maurice Kakou-Gikawi. Nous confirmons. En fait, la Cour africaine des droits de l'homme des peuples saisie par l'APDH a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de modifier la loi relative à la Commission électorale indépendante de 2014. Le gouvernement a pensé à faire que la recomposition. Nous, avec les DS, nous avons dit qu'il fallait aller plus loin, il faut faire une réforme de la loi. Parce qu'on dit de modifier la loi pour la rendre neutre, impartiale et indépendante. Et la primature avait consenti de nous adresser les thèmes de référence des discussions, ce qui n'est jamais arrivé. Donc quand le président dit que nous avons fait la politique de la chaise vide, il n'a pas la bonne information. Ses émissaires ne lui ont pas dit les choses telles qu'elles sont passées. C'est plutôt des échecs de négociations entre le gouvernement, le PDCI-RDA, EDS et leader. Ceci étant, nous avons fait une requête au Conseil constitutionnel qui, pour des raisons qui lui sont propres, nous a députés. Nous avons choisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Également, nous avons écrit au président de la Commission de l'Union africaine et écrit au président en exercice de l'Union africaine. Bruno Nabagné-Koné, on parle de la Cour africaine des droits de l'homme, on parle de l'Union africaine. Est-ce que cette crise de la CEI n'est pas en train de prendre une tournure un peu trop importante? Ce serait dommage qu'elle prenne une tournure trop importante, tout simplement parce que beaucoup de personnes, quelques hommes politiques semblent ignorer que la situation est redevenue normale en Côte d'Ivoire. Nous savons tous que jusqu'à 2000, les élections étaient organisées en Côte d'Ivoire par le ministère de l'Intérieur. C'est depuis le coup d'État de 99, la crise des élections de 2000, etc., la rébellion de 2002, les crises successives que notre pays a connues, que toutes les parties sont convenues de s'entendre sur un arbitre. Un arbitre donc des élections qui serait la Commission électorale indépendante, qui a connu, comme vous le savez, plusieurs recompositions, on peut dire, depuis la première mouture. Mais chaque fois, notez les évolutions qu'il y a eu, chaque fois, ça a été de moins en moins de représentants du pouvoir et du gouvernement. C'est la même logique qui a conduit à la dernière recomposition, qui a permis aux représentants du pouvoir et du gouvernement de passer de 50% pratiquement à juste aujourd'hui un tiers. Aujourd'hui, nous avons 3 représentants du pouvoir, 3 représentants de l'opposition et 6 représentants de la société civile, plus les 3 autres membres qui sont désignés pour gérer surtout des aspects administratifs. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que cette CEI-là soit déséquilibrée. Bien au contraire, des efforts ont été faits depuis le début. Tout est mis en œuvre pour que le maximum de place soit accordé à l'opposition. Mais, j'allais dire, il faut savoir raison garder en toute chose. Notre pays est dans une situation normale. Nous sommes sortis de crise, mais néanmoins, le chef de l'État continue de faire preuve de compréhension en faisant en sorte que les élections soient dirigées par un organisme neutre dans lequel toutes les parties sont représentées. Il faut saluer cela plutôt. Est-ce que le fait de transférer le problème à des instances étrangères et internationales ne traduit pas la rupture du dialogue au plan local? Certains veulent perpétuer la crise en Côte d'Ivoire, mais encore une fois, quand un pays revient ou vit dans une situation normale, ces questions-là se gèrent complètement à l'intérieur du pays. Ça devient des questions intérieures, ça devient des questions traitées par les institutions du pays. C'est le cas pour la Côte d'Ivoire. Donc, saisir ces organismes, je ne sais pas ce que cela va donner, mais attendons de voir. Pourquoi l'opposition et le pouvoir en place n'arrivent plus à discuter aujourd'hui? Le pouvoir en place discute. La preuve, il a fallu un grand nombre de réunions, d'échanges entre le mois de janvier et les décisions qui ont été prises au mois de juillet seulement. Mais vous savez, les élections arrivent dans un an. Donc, continuer à discuter aurait pu remettre en cause ou contribuer à remettre en cause le calendrier de tenue de ces élections. Le chef de l'État tient absolument à ce que ces élections-là se tiennent à la date prévue par notre Constitution, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre 2020. Et tout est mis en œuvre pour cela. Et dans quelle atmosphère, selon vous, cette élection va se tenir, vu les crispations politiques actuelles? Il n'y a pas de crispation côté gouvernement. Le gouvernement a tout mis en œuvre et mettra tout en œuvre pour que ces élections-là se passent dans les meilleures conditions.
Mais certains veulent que ces élections se tiennent à leurs conditions à eux. C'est là toute la complexité de ce que nous sommes en train d'évoquer. Aujourd'hui, j'insiste sur le fait que notre pays est revenu dans une situation normale. On ne peut plus continuer avec des arbitrages de ce type, on ne peut plus continuer à faire appel à l'international, etc. Il faut que chacun le comprenne et que chacun s'inscrive dans cette nouvelle page qui s'est ouverte pour notre pays. Le président d'Initiative pour la paix, Siméon Konan Kouadio, ex-candidat à l'élection présidentielle de 2015, préconise une transition démocratique consensuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai indiqué tout à l'heure que beaucoup de gens, malheureusement, veulent perpétuer cette situation des crises que notre pays a effectivement connu entre 1999 et grosso modo 2010 et 2011. Mais depuis 2011, les choses se sont progressivement corrigées. Depuis 2011, la situation est revenue à la normale. Depuis 2011, toutes les institutions fonctionnent normalement. La paix et la sécurité sont assurées dans le pays. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui une transition dans un pays qui marche normalement? On ne demande pas à la France aujourd'hui une transition. On ne demande pas même à des pays africains que je ne citerai pas, qui sont proches de nous. On ne leur demande pas de faire une transition. Non, la crise, il faut considérer qu'elle est terminée en Côte d'Ivoire. Vous suivez la semaine en revue. Notre invité est le ministre Bruno Nabagné Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous poursuivons donc cette rétrospective de l'actualité de la semaine avec la fin du mandat du procureur actuel de la Cour pénale internationale, donc qui vient d'être acté. Mardi, le président de l'Assemblée des États partis a confirmé l'information selon laquelle le mandat de la Gambienne Fatou Bensouda expirera le 15 juin 2021. Un communiqué de la juridiction internationale a d'ailleurs lancé immédiatement un avis de vacances pour le poste du nouveau procureur de la CPI. Cette information a donné lieu à de nombreuses interprétations face auxquelles le porte-parole de la CPI a apporté des éclairages ce jeudi. Pour Maître Fadi El Abdallah, il s'agit d'un processus tout à fait normal. Il a été joint par Soro Adams. La réalité est très simple. Le mandat du procureur de la CPI, c'est un mandat de 9 ans non renouvelable. Madame Fatou a été élue et a pris fonction en juin 2012. Elle restera donc dans cette position de procureur de la CPI jusqu'en juin 2021. Maintenant, il y a eu une annonce concernant la position du procureur. C'est en effet le cas, c'est sur notre site internet. L'idée, c'est pour permettre aux possibles futurs candidats d'être informés et de présenter leur candidature. Il y a un processus de sélection, il y a un comité qui aide l'Assemblée des États partis pour faire leur choix. Et donc maintenant, c'est la possibilité pour les intéressés de postuler à cette position-là. En principe, les élections du prochain procureur seraient en décembre 2020 et prendra donc position après la fin du mandat de Madame Bensouda. Pour le moment, et jusqu'en juin 2021, il n'y a aucun changement dans cette position. Donc, c'est sur élection. Tout à fait. C'est les États qui sont partis au statut de Rome qui élisent le procureur de la CPI pour un mandat de 9 ans qui n'est pas renouvelable. Donc, tout simplement, à la fin du mandat, chaque personne qui a été dans cette position du procureur devra partir parce que ce n'est pas renouvelable. Monsieur le ministre, la procureure achève donc son mandat en 2021. Ce mandat a été très controversé. Pensez-vous qu'elle a été à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée? Non, ne me demandez pas de juger le travail qui a été fait par la procureure de la Cour pénale internationale. C'est une institution extrêmement importante qui a des missions qui couvrent le monde entier. Elle a fait son travail, elle arrive en fin de mandat. Je pense que les explications données par le porte-parole de la CPI sont très claires. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. On la juge surtout dans l'affaire Jean-Pierre Bemba en RDC, dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, où elle a quand même essuyé des échecs. Certains observateurs l'accusent d'avoir pas su boucler ce genre de dossier. Je voudrais vraiment éviter d'avoir à commenter. Ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'affaires très complexes.
dans lesquels bien souvent il y a un déséquilibre du jugement, il y a un déséquilibre du traitement qui est fait à la fois par les médias, par les populations, etc. Donc oui, il faut reconnaître qu'elle a travaillé dans des conditions difficiles. Pour en venir à cette affaire qui nous concerne, les derniers développements du procès Laurent Gbagbo, vu que la procureure a été, son argumentaire a été complètement démonté par les juges, pensez-vous qu'elle ira jusqu'à l'appel? Ça fait partie de ses prérogatives. Je pense que c'est elle qui décidera le moment venu. C'est elle qui a les cartes en main. Donc le moment venu, je pense qu'elle dira ce qu'elle fera. Et si les charges sont abandonnées contre lui à la CPI, Laurent Gbagbo pourrait-il reprendre une vie politique en Côte d'Ivoire? Le chef de l'État l'a dit, je pense aussi dans ses communications récentes. Pourquoi pas? Si rien ne s'oppose à ce qu'il reprenne une vie politique en Côte d'Ivoire, si juridiquement il n'y a pas de problème, s'il est libre, complètement lavé des charges qui le concernaient, pourquoi pas? Je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, faire confiance à nos institutions, faire confiance à nos lois et faire confiance à nos autorités. Je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'évolution de notre pays qui n'a rien à voir avec ce qui a pu se faire il y a 20 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes un pays normal. Nous souhaitons être une démocratie qui fonctionne à l'image des démocraties qu'on peut connaître dans le monde, où les acteurs peuvent fonctionner normalement dans la confiance et où il n'y a pas d'entrave à la liberté d'exercice de la politique par tel ou tel. Donc voilà, nous sommes dans ce pays qui avance, dans ce pays qui est moderne, dans ce pays qui se veut démocratique. Faisons-nous confiance. Dans l'actualité également, l'inauguration de la route Adzopé-Yakassé à Tobrou et la pose de la première pierre du CHR d'Adzopé. C'était le samedi 3 août dernier. Le président Alassane Ouattara, qui a présidé ces événements, a indiqué que ces actions s'inscrivaient dans un projet plus vaste de développement des infrastructures socio-économiques de la région de Lamé d'ici à 2020. On écoute un extrait des propos du président Alassane Ouattara. Avant 2020, vous aurez ce CHR ultra moderne qui viendra soulager toute la région et combler un manque important dans le dispositif sanitaire de la région. En ce qui concerne l'accès à l'électricité, de 2012 à 2020, c'est 30 villages sur 32 qui seront connectés au réseau électrique, portant ainsi le taux d'électrification de 71% à 98%. Pour permettre le développement de la nouvelle zone industrielle, une ligne de transmission de 225 kV reliera Abidjan à la région de Lamé pour un investissement de 20 milliards de francs CFA. En matière d'éducation, 4 collèges supplémentaires seront construits d'ici 2020. De plus, un lycée d'excellence de jeunes filles d'une capacité de 1000 élèves avec internat pour un montant de 6 milliards de francs CFA sera construit à Adzopé dès l'année prochaine. L'agriculture est effectivement le poumon de l'économie de votre belle région. Et dans ce cadre, c'est plus de 60 milliards de francs CFA qui seront injectés dans ce secteur avec l'appui des partenaires au développement pour réaliser une agropole qui fera de la région de Lamé le grenier de la ville d'Abidjan. Avant 2020, vous aurez ce CHR ultra moderne qui viendra soulager toute la région et combler un manque important dans le dispositif sanitaire de la région. En ce qui concerne l'accès à l'électricité, de 2012 à 2020, c'est 30 villages sur 32 qui seront connectés au réseau électrique, portant ainsi le taux d'électrification de 71% à 98%. Pour permettre le développement de la nouvelle zone industrielle, une ligne de transmission de 225 kV reliera Abidjan à la région de Lamé pour un investissement de 20 milliards de francs CFA. En matière d'éducation, 4 collèges supplémentaires seront construits d'ici 2020. De plus, un lycée d'excellence de jeunes filles d'une capacité de 1000 élèves avec internat pour un montant de 6 milliards de francs CFA sera construit à Adzopé dès l'année prochaine. L'agriculture est effectivement le poumon de l'économie de votre belle région. Et dans ce cadre, c'est plus de 60 milliards de francs CFA qui seront injectés dans ce secteur avec l'appui des partenaires au développement pour réaliser une agropole qui fera de la région de Lamé le grenier de la ville d'Abidjan.
Monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné, on est forcé de reconnaître qu'en matière d'infrastructure, le président Ouattara a fait d'importants investissements à travers le pays. Oui, absolument, absolument. Ici, nous parlons de la région de Lamé, mais ces investissements concernent la totalité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On le voit partout. Moi, je viens d'une des régions qui, il y a quelques années, était considérée comme l'une des plus pauvres en Côte d'Ivoire et je peux y voir les évolutions, la construction d'infrastructures, l'amélioration des conditions de vie des populations, etc. C'est tout le pays qui est en chantier. C'est tout le pays qui est en chantier. C'est tous les Ivoiriens qui vont connaître ou qui connaissent déjà, qui vont bénéficier ou qui bénéficient déjà des retombées de l'embellie économique que notre pays connaît. Et cela va continuer. Il y a un hic dans tous ces projets, c'est les procédures d'attribution des marchés. Il y a eu certains audits qui ont révélé des irrégularités. Peut-on parler de mauvaise gouvernance et de manque de transparence dans l'attribution des marchés en Côte d'Ivoire? Absolument pas. Absolument pas. Nous sommes nous-mêmes acteurs du gouvernement. Nous voyons toutes les précautions qui sont prises dans le cadre des attributions des marchés. Nous voyons toutes les difficultés même et tout le retard qui sont souvent induits justement par la longueur des procédures. Donc tout cela est fait justement dans le cadre de la bonne gouvernance que nous souhaitons nous-mêmes et que souhaitent nos partenaires au développement, nos partenaires financiers. Donc nous travaillons bien dans ce cadre-là, mais comme partout, il peut arriver des problèmes par-ci, par-là. Naturellement, quand le gouvernement est saisi, quand le Premier ministre est saisi, quand le chef de l'État est saisi, les décisions sont prises. Donc faisons leur confiance. Mais pour le reste, je peux assurer que nous fonctionnons dans un cadre de gouvernance extrêmement renforcé. Il peut arriver qu'on veuille aller vite dans la réalisation de telle route, de telle infrastructure, de telle école, etc. Parce que l'année scolaire approche, parce qu'il y a une urgence, etc. Donc qui amène à prendre quelques raccourcis, des marchés restreints ou des marchés en gré à gré, etc. Mais c'est pas signe de mauvaise gouvernance chaque fois. Devant tout ce qui est fait, tous ces travaux à travers le pays, certains présentent Yamoussoukro comme la grande oubliée des projets de développement du président Ouattara. Qu'en est-il réellement ? Non, Yamoussoukro n'est pas du tout oublié. Il faut voir que l'ambition de transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro demeure. Le président l'a dit, l'a réaffirmé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, les priorités sont nombreuses dans le pays. Il faut faire en sorte que dans toutes nos régions, donc dans les 31 régions, il y ait une amorce de développement, qu'il y ait des infrastructures construites, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait des routes. Tout le monde demande. Donc il est difficile, dans ces conditions, de faire l'investissement que Yamoussoukro pourrait nécessiter. Parce que à Yamoussoukro, il s'agit en réalité d'investissements qui sont beaucoup plus élevés que ce qui peut être fait dans Lamé, que ce qui peut être fait dans le Bunkani, etc. Donc il faut pouvoir disposer de ces ressources-là. Et dans le même temps, Abidjan continue d'être la capitale économique, continue d'être le principal port, continue d'être la ville la plus importante en termes de population, etc. On ne peut pas arrêter d'investir dans la ville d'Abidjan, parce que ce serait remettre en cause ou gêner notre évolution au plan économique. Donc il faut continuer de créer les conditions dans la ville d'Abidjan pour accompagner notre économie, au niveau port, au niveau route, au niveau électricité, au niveau adduction en eau potable, au niveau assainissement. Donc Yamoussoukro est parfaitement sur les tables du gouvernement, sur les tables du président de la République. Il n'est pas trop tard pour penser que les investissements très importants prévus pour Yamoussoukro, à un moment ou à un autre, se feront. Est-ce que ça sera fait avant 2020, avant octobre 2020, date de la fin du mandat du président Alassane Ouattara? J'ai entendu des choses. Je sais que du travail est fait et de grands chantiers seront lancés rapidement concernant la ville de Yamoussoukro. Le ministère de la Construction, du Logement, tout le monde est des concerné. projets sur Yamoussoukro. Tout le monde est concerné. Le ministère de la Santé est concerné, l'Éducation nationale est concernée, les infrastructures routières sont concernées, la construction et l'urbanisme sont concernés. Nous serons dans quelques jours d'ailleurs à Yamoussoukro dans le cadre de la révision du schéma directeur de la ville de Yamoussoukro. Nous y travaillerons avec toutes les autorités locales pour adapter justement ce schéma à l'évolution que la ville a connue et l'adapter également aux ambitions que nous avons pour cette ville.
Monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné, nous allons poursuivre notre rétrospective avec nos brèves. Ce sont des nouvelles sans illustration sonore auxquelles vous êtes invités à réagir. Tout d'abord, la Côte d'Ivoire a abrité du 4 au 6 août la 18e édition du Forum de l'AGOA avec la participation de hauts responsables gouvernementaux des États-Unis et des 39 pays d'Afrique subsaharienne éligibles à l'AGOA. Ah oui, c'est une très bonne chose. Déjà que cette réunion se soit tenue à Abidjan. C'est la première fois que notre pays accueillait ce forum important de l'AGOA. Et ensuite, cela confirme la position que notre pays a et que notre pays veut avoir dans le commerce entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Les USA sont la première puissance mondiale économique. Donc tout le monde a intérêt à commercer avec ce pays-là. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a des priorités. Avec le beurre de karité, avec la noix de cajou, avec le miel fait en Côte d'Ivoire, avec les produits textiles, etc. Donc nous avons là une opportunité qui est très importante d'échanger, de commercer, de vendre des produits fabriqués en Côte d'Ivoire à de bonnes conditions. Donc nous sommes heureux de ce partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Une semaine après l'ouverture du premier guichet emploi par le Premier ministre, des émissaires du gouvernement ont procédé cette semaine à l'ouverture de plusieurs guichets emploi décentralisés. Oui, il s'agit là aussi d'une action très importante. La question de l'emploi figure parmi les priorités du président Alassane Ouattara. Il y travaille, je peux dire, avec acharnement. Tout le gouvernement est instruit pour travailler très fortement sur la question de l'emploi. Dans le même temps, nous savons que des fois, les jeunes sont désorientés. Et ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas vers où aller. L'organisation précédente concentrait trop à Abidjan et dans quelques villes d'intérieur les services du guichet emploi jeune. Donc cela ne permettait pas à tous les jeunes qui sont très nombreux de se rendre dans ces services-là. Aujourd'hui, nous avons une représentation sur l'ensemble du territoire national dans toutes les communes. Dans toutes les communes, il y aura un bureau en charge de l'emploi des jeunes où les jeunes peuvent se rendre, s'inscrire, consulter en ligne. C'est important de le mentionner, où les employeurs peuvent également aller rechercher des profils. Cela va donner des perspectives à nos jeunes puisqu'il y a un accompagnement qui est prévu par de la formation, un accompagnement par du coaching, un accompagnement éventuellement financier, dans certains cas d'auto-emploi ou d'entrepreneuriat. C'est un bel outil qui est en train d'être mis en place. Il revient aux jeunes de le comprendre, d'y recourir comme il le faut. Et puis, nous pensons que le gouvernement assurera l'animation de ce guichet de façon à en faire de réelles opportunités pour nos jeunes. Transformation de l'Anacard, 8 opérateurs viennent de signer une convention avec l'État qui prévoit notamment des mesures incitatives pour l'accroissement de la capacité de transformation de l'Anacard en Côte d'Ivoire. C'est pour moi une opération parmi les plus importantes. Cela rentre parfaitement dans les ambitions du gouvernement, dans les ambitions du chef de l'État. Comme vous le savez, dans les priorités du plan national de développement 2016-2020, il y a la transformation structurelle de notre économie. Et dans cette transformation structurelle, il y a justement la transformation locale de nos matières premières. Le cacao, ça se poursuit tant bien que mal. Nous commençons à approcher les 25-30%, mais nous étions encore trop faibles au niveau de l'Anacard, alors que le process de transformation de l'Anacard ne sont pas si complexes. Nous étions, il y a 2-3 ans, en dessous de 10%. Nous commençons à dépasser les 10%, à aller vers les 15%. Il s'agit d'une ambition qui est relativement forte puisque l'objectif est d'aller à 50% de transformation locale avant 2022-2023 et puis d'être un jour, nous l'espérons dans les 5 ans, 10 ans maximum, être à 100% de première transformation de l'Anacard. C'est un projet très important, parmi les plus importants lancés ces derniers temps, tout simplement parce que c'est un secteur qui est très fortement pourvoyeur d'emplois. Il s'agit de plusieurs centaines de milliers d'emplois qui seront créés dans le cadre de la transformation de cette noix de cajou. Il s'agit de plusieurs centaines d'unités qui seront créées partout sur le territoire national. Cela va permettre de créer plus de valeur ajoutée locale, mais cela va surtout distribuer de la création de richesses, donc faire en sorte que chacun des départements producteurs d'Anacard pratiquement ait une unité de transformation. Donc c'est vraiment un projet à saluer, c'est une belle opportunité en tout cas de transformation pour notre pays.
Et c'est une bonne opportunité pour notre jeunesse, pour les femmes, parce que c'est un secteur qui emploie beaucoup de femmes aussi. On va terminer par l'orientation en 6e. Des parents d'élèves émettent des réserves face à l'affectation en ligne initiée par le gouvernement. J'ai du mal à comprendre la nature de ces réserves. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il s'agit d'une plateforme qui permet aux parents d'élèves et aux élèves eux-mêmes de sélectionner l'établissement dans lequel ils souhaitent aller, de s'inscrire. J'allais dire c'est de l'ordre normal de l'évolution des choses. Nous avons de plus en plus de candidats, nous avons de plus en plus de données à traiter. Nous avons de plus en plus d'établissements et au contraire, une plateforme comme celle-là donne plus de facilité, plus de choix aux parents puisqu'il est possible de consulter tous les établissements proches du lieu de vie de l'enfant, de savoir s'il y a de la disponibilité, d'inscrire en ligne l'enfant, de recevoir ensuite une confirmation de l'inscription. Au contraire, tout ce qui a été mis en place facilite fortement le processus d'inscription, le processus d'affectation des enfants en 6e. De notre temps, il n'y avait pas tout cela. Les affectations, moi j'ai fait le CM2 à Boisflé et j'ai été affecté à Boaké. J'avais 12 ans. Vous voyez, il faut savoir que les choses évoluent. Aujourd'hui, il est possible à l'enfant de 12 ans d'aller au collège pas trop loin de ses parents, de son cadre de vie habituel. Je pense que c'est une excellente chose. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cet entretien. Un mot pour la fin, un mot aux Ivoiriens qui vous écoutent. Ce sera surtout un mot pour rassurer les Ivoiriens, pour dire que nous avons la chance de vivre dans un grand pays. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui a démontré sa résilience. Sur les dernières années, nous sommes sortis de crise, nous avons repris les choses en main. Aujourd'hui, le pays à nouveau respecté, le pays au plan économique est reparti, les Ivoiriens vivent mieux qu'il y a quelques années. Notre rayonnement à l'international a repris. La Côte d'Ivoire a retrouvé complètement sa place dans le concert des nations. Nous pouvons aujourd'hui demander une seule chose aux Ivoiriens, c'est de continuer à croire en l'avenir de ce pays, de travailler au renforcement de la paix et de la sécurité dans le pays, parce que c'est ce dont nous avons besoin pour poursuivre ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Tout cela va nous mettre dans un cercle vertueux qui permettra à ce pays progressivement d'atteindre son émergence et d'aller un jour vers son développement. Monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné, merci. Merci à vous. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, était notre invité pour décrypter l'actualité de la semaine. Notre émission est terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la Radio de la Paix, avec un autre invité. La semaine en revue. Chaque samedi, une personnalité passe au crible les temps forts de l'actualité de la semaine écoulée. La semaine en revue, présentation Souleymane Kati Ouattara.